C'est beaucoup d'analyse, de discussion, de réflexion, jusqu'à arriver à la décision finale. Grand Brésil, Ronaldinho, Ronaldo. Il y en a pas mal, mais si je dois en sortir un, Mbappé. Du bonhomme, là, c'est pas Zizou. Là, c'est pas Zizou. Là, c'est le truc. Je vais faire le choix du cœur, je dirais Ronny, parce que voilà, il a laissé sur son passage un héritage extraordinaire. Lucas peut jouer ici, peut jouer là. C'est la Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeux en triangle, le 4e dans cette saison 2. On vous retrouve comme d'habitude avec beaucoup de joie et de plaisir en compagnie de Geoffrey Stein et David Hernandez. Bonjour messieurs, comment ça va ? Ça va très bien avec cet épisode aux petits oignons. Ouais, hâte d'en découdre sur celui-là. Alors comme d'habitude, on vous invite à partager cet épisode, à le noter du mieux possible et pourquoi pas en parler autour de vous. En tout cas, il y a quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, l'élection du Ballon d'Or. Les votes des joueurs et journalistes sont clos et nous, grand public, on continue de se demander qui va compléter le podium derrière Karim Benzema. Mais là n'est pas l'essentiel puisqu'on va plutôt se pencher sur un trio d'anciens Ballons d'Or aujourd'hui. On parle ici de 3 ailiers ou milieux offensifs qui parlent la même langue mais surtout le même football et qui ont reçu cette distinction dans les années 2000. C'est parti pour un débat autour de Luis Figo, Kaka et Ronaldinho. Alors mettez les bières au Figo, c'est parti pour l'échauffement. On se lance après ce jeu de mots très douteux. On va essayer de passer à quelque chose de plus sérieux, Geoffrey. Inspiré par les caisses à savon sur la chaîne L'équipe. Voilà, pour la petite Flo histoire. Gazan. On s'est mis sur les courses de caisse à savon avant de démarrer ce podcast. Voilà comment on se chauffe. Allez, Geoffrey, pour ton échauffement. Je vais parler de Luis Figo parce que le souvenir que j'en ai, c'est que j'étais assez, pas fan, mais j'aimais bien ce Real des années 2000, en partie à cause de l'arrivée de Zidane, mais en fait, même dès l'arrivée de Figo, parce que déjà j'avais une vraie affection pour Figo, qui est toujours un de mes meilleurs potes portugais, chez qui je passais beaucoup de temps, son père qui faisait beaucoup de prosélytisme auprès de moi pour me vendre la sélection portugaise. Et en vrai, ce Portugal de l'Euro 2000, par exemple, que j'ai vraiment adoré, encore plus la main d'Abel Javier, ça c'était vraiment le niveau au-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment j'avais beaucoup d'amour pour ce Portugal-là. Et donc du coup, quand Figo arrive au Real, direct je me mets à suivre le Real, et j'avais même acheté le maillot du Real pour avoir Figo derrière, pas pour avoir Zidane ensuite ou quoi. C'était vraiment parce que j'adorais Figo. Et voilà, j'ai vraiment un souvenir d'enfance très fort avec Figo. C'est un des seuls joueurs sur lequel j'avais aucun attachement, soit par le prisme du PSG ou de l'équipe de France, qui m'a vraiment marqué dans ma jeunesse. Moi, je vais enchaîner avec Kaka. Alors, je me suis dit, est-ce que je fais ce souvenir-là qui est extrêmement classique et je suis obligé de passer par là, mais moi, c'est son but contre Manchester United en 2007. Ce but où il part du côté gauche, il efface 3 joueurs, dont 2 avec un coup de tête, un coup du sombrero entre les 2 coups de tête, et puis ensuite il ajuste Van der Sar en ouvrant le pied droit. Je pouvais pas ne pas évoquer ça parce que personnellement c'est vraiment la toute première image qui me vient en tête quand on m'évoque Kaka, et c'est une action qui est, je trouve, symptomatique du joueur qu'il était. Ça, on y reviendra plus en détail plus tard, mais voilà, c'est vraiment l'action que j'associe à Kaka de manière systématique. Je vais continuer sur les Brésiliens du coup avec Ronaldinho. Et là, c'est vraiment un souvenir personnel, un souvenir de stade. Certainement, si ma mémoire est toujours aussi bonne, malgré mes 30 ans, mon premier match que je vois en dehors du stade de Gerland, c'est pour le trophée Gamper 2003 contre Boca Juniors de Tevez. Et en fait, on est en vacances du côté pas très loin de Barcelone, et on avait décidé de prendre des places, et ça tombait pile au moment de l'arrivée de Ronaldinho au Barça. Du coup, c'est un match amical, hein, mais c'est aussi la présentation de l'effectif pour la saison à venir. Du coup, il y avait des Valdés, des Puyol, des Xavi. Et au final, tout le monde dans le stade n'était venu que pour Ronaldinho. Et c'était vraiment la soirée de Ronaldinho. Ça lâchait des olés dès qu'il faisait une passe. Et puis lui,
forcément pour se faire apprécier, et puis c'est son style. Il en rajoutait des tonnes à faire des passes aveugles, etc. Et voilà, c'est vraiment le premier souvenir qui me vient à l'esprit quand je pense à Ronaldinho. Bon, ça met l'eau à la bouche, ça donne envie d'en dire plus et ça tombe très bien puisque c'est ce qu'on va faire dans le match. On va faire un match, mon gars. Un match de chez match, on appelle ça. On commence ce match avec Luis Figo, le plus âgé des 3 joueurs auxquels on s'intéresse. Une petite génération d'écart, on va dire, entre lui et les 2 autres. 48 ans aujourd'hui, Figo, 1m80. Le Sporting Portugal, entre 90 et 95. Le Barça, entre 95 et 2000. Avec lui, l'amour dure 5 ans, en fait. Barça 95-2000, Real 2000-2005 et l'Inter 2005-2009. Ça n'a duré que 4 ans pour cette fin de carrière en Serie A. Donc Figo, Ballon d'Or 2000. Donc après Rivaldo, avant Michael Owen. La particularité de son Ballon d'Or à lui, c'est qu'il intervient dans une année qu'il a vu quitter le Barça. Donc on l'a évalué pour une demi-saison au Barça et une demi-saison au Real, un transfert qui avait fait un énorme bruit à l'époque. Et c'est vraiment un épisode qui colle à la peau de Luis Figo encore aujourd'hui, je trouve, ce transfert du Real au Barça. Ouais, bah, Du Barça au Real, pardon. c'est évident que tous les transferts entre ces 2 clubs, qui se font d'ailleurs de plus en plus rares, j'ai l'impression que maintenant ça doit faire un bail que c'est pas arrivé. En plus, à l'époque, c'était le plus gros transfert de l'histoire du football, et c'était 400 millions de francs, je crois, si je dis pas de bêtises. 2 millions d'euros. Ouais, voilà, donc c'est dans ces eaux-là. Donc ouais, c'est une année particulière pour Figo. C'est une année où, on va pas se mentir, il a un peu de réussite de choper le Ballon d'Or, parce qu'en gros, ça se joue beaucoup au fait que Zidane craque un peu dans un match de Ligue des Champions, met un coup de tête. Alors, de souvenir, c'est avec la Juve, c'est sûr, c'est contre Hambourg, je crois. Ouais, j'allais dire Bayer Leverkusen. Ouais, je crois que c'est Hambourg, un club allemand en tout cas. Il prend un rouge, je dirais, en octobre en Ligue des Champions. Et du coup, ça lui coûte probablement son 2e Ballon d'Or, parce que la saison de Zidane avait été énorme avec l'Euro 2000 en prime. Mais Figo, il le mérite, notamment parce que je disais tout à l'heure, il y a cette équipe du Portugal qui marque vraiment l'Euro 2000. Son but magnifique, notamment contre l'Angleterre en phase de poule, qui relance complètement le Portugal. Voilà, cette année de Figo, elle est très particulière. Et en effet, moi, ce que j'aime bien quand on parle, par exemple, du passage du Barça au Real, et globalement de la carrière, du plan de carrière, on va dire, de Figo, c'est qu'il y a beaucoup de cohérence. Et j'aime beaucoup les gens qui ont des carrières cohérentes. Il fait sa formation au Sporting, 5 ans. Derrière, Barça, 5 ans. Derrière, tu pars au Real. L'évolution entre le Real et le Barça n'est pas forcément évidente, mais le Real, ça reste le meilleur club du monde. Enfin, le meilleur club, le plus grand club du monde. Et derrière, tu finis à l'Inter, dans un club un petit peu moins huppé, avec des grosses références aussi, mais un petit peu moins huppé, où tu peux faire une belle fin de carrière. Tu vas pas finir... Voilà, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui finissent au Qatar, en Arabie Saoudite, aux États-Unis, mais c'est quand même pas pareil, quoi. Là, j'aime beaucoup le fait que sa carrière ait beaucoup de cohérence et voilà, il a pas fait les années de trop. Ouais, après, le passage du Barça au Real c'est un peu aussi... C'est pas non plus une volonté vraiment de sa part. Il y a plein d'à côté, on va pas revenir dessus, mais il y a plein d'à côté qui font qui part au Real, alors que dans un sens, lui, il aurait bien voulu continuer au Barça. Mais oui, dans le sens où tu as l'impression que dès qu'il achevait un espèce de chapitre dans un club, il allait dans un autre club. Je crois que sur l'ensemble de sa carrière, il y a seulement 2 saisons où il ne gagne aucun titre. Cette fameuse saison, cette année au final 2000, où il gagne 0 titre avec le Barça et rien avec seulement la demi-finale de l'Euro avec le Portugal. Et en 2005, la dernière année avec le Real, du coup ça correspond en fait à chaque fin de cycle de ses passages dans les clubs. Mais je trouve que malgré cette image de mercenaire, de traître, il ne faut pas oublier que quand même Figo, au moment où il arrive au Barça, c'est le Barça qui passe de la Dream Team de 92, championne, vainqueur de la Ligue des Champions. On est un peu dans un petit creux et c'est quand même lui qui va devenir la tête de gondole de ce Barça sous Van Gaal et de l'après Ronaldo. C'est lui qui va devenir capitaine. L'identité catalane était peut-être moins présente à cette époque-là, mais voir un étranger qui ça faisait qu'une seule saison qui était au club porter le brassard de capitaine, ça montrait aussi l'importance qu'il avait réussi à avoir en une seule saison, quoi. Ouais, juste pour rajouter sur son parcours, effectivement, qui est comme ça, qui est très cohérent, évidemment, vu de l'extérieur, mais en plus de ce transfert un peu bizarre entre le Barça ou le Real,
le Barça et le Real, il y a eu le transfert du Sporting en fait au Barça qui lui n'aurait pas dû se faire comme ça au début parce que je crois que à la base il devait partir en Serie A. Ça devait être Parme. Ensuite, les dirigeants du Sporting, ils ont choisi la Juve parce que la Juve offrait plus. Et finalement, autour de Strasbourg-Glio, il y a l'UEFA qui interdit Figo de jouer en Serie A pendant 1 ou 2 saisons, je crois. Et c'est comme ça qu'il finit au Barça. Donc c'est marrant de voir qu'à chaque fois en coulisses, ça a été très chargé quand même. Par contre, pour revenir sur ce côté cohérence et linéaire, c'est un joueur d'une régularité dans les performances, dans le nombre de matchs joués qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une saison de creux en fait, dans le parcours de Figo. Il n'y a pas la saison à 30 buts, 30 passes décisives. Bon, il n'était pas attaquant non plus, hein, mais il n'y a jamais une grosse saison de creux. Et à ce niveau-là et sur cette durée-là, je trouve que c'est remarquable. Ouais, ça va avec un personnage qui était vraiment tourné vers l'efficacité. Grosse qualité de dribble. Il peut être spectaculaire de temps en temps, mais c'est pas un dribbleur fantasque. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'il fait, c'est au service de l'efficacité, au service du collectif. C'était un joueur de débordement exceptionnel, qui pourtant n'avait pas des qualités athlétiques incroyables. Il était relativement rapide, mais c'était pas un feu follet qu'on pouvait avoir sur le côté. Il avait un peu cette image de Folland, mais toujours capable de se mettre dans la bonne position pour centrer. Je trouve que c'est un des premiers aussi qui avait cette capacité à centrer sans dribbler. Quelque chose qui s'est beaucoup développé par la suite. Mais être face à son vis-à-vis et d'arriver à enrouler son centre sans avoir à dribbler l'adversaire direct et à trouver des centres dans le dos de la défense adverse. Et c'était un passeur décisif grâce à ça, vraiment redoutable. Il est le deuxième meilleur passeur de l'histoire de la Liga derrière Messi. Donc voilà, c'était un mec qui était capable de faire de grosses stats en étant vraiment d'abord un joueur de couloir, ce qui est quand même finalement assez rare. Il mangeait la ligne, quoi. C'était vraiment, pour éliminer son adversaire, c'était fait de petits crochets. Moi, j'ai le souvenir un peu par rapport au match du Real, de le voir prendre un peu de vitesse. Pas, comme tu dis, pas une extrême vitesse. Tu avais un peu l'impression qu'il était lent, mais avec ses passements de jambes et son crochet juste avant d'arriver en contact avec son adversaire, c'était une de ses marques de fabrique. Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs en 1 contre 1 avec une technique moindre, mais par rapport aux deux, peut-être moins spectaculaire, mais il avait toujours ce geste juste pour faire la différence, tout en ensuite ayant toujours le regard vers l'avant, le regard vers ses coéquipiers, qui lui permettait d'avoir un temps d'avance sur ses passes. Il y a un facteur qui a forcément joué dans le fait qu'il avait le souci de l'efficacité, mais surtout le souci du collectif, c'est qu'il fait la majeure partie de sa carrière couloir droit. Aujourd'hui, un profil à la Figo, on le verrait très très bien faire 80% de ses matchs à gauche pour rentrer sur son pied droit avec un joli pied droit, etc. Ce qui fait que forcément dans son jeu, il n'avait pas un pied gauche hors norme, j'ai certainement vu moins de matchs de lui que vous, mais donc ça l'amenait plus souvent à centrer, à trouver ses partenaires, etc. Et effectivement, c'est marrant ce qu'on dit sur sa manière de dribbler et tout, parce que pour un joueur de son profil qui est quand même assez soyeux, etc., une belle patte droite et tout, c'est pas le joueur le plus élégant non plus qu'on ait vu jouer. Il avait cette conduite de balle un peu particulière, les épaules un peu en avant, limite un peu le dos bossu, vraiment pour en rajouter. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est Quasimodo, mais c'est pas le joueur le plus élégant qu'on ait vu par rapport au style de joueur qu'il était en fait. Ouais, c'est un peu paradoxal parce que pour le coup, le gars a une classe naturelle, les cheveux toujours parfaits, voilà. Pour le coup, en dehors du terrain, le mec fait 1m80, taille mannequin, toujours propre sur lui. Franchement, une classe, mais incroyable. Et c'est vrai que sur le terrain, tu avais un côté un peu plus besogneux, un peu plus travailleur. Mais je trouve que c'est une de ses caractéristiques, je trouve, c'est que c'était une vraie star. Voilà, comme tu l'as dit, capitaine au Barça, le transfert le plus cher de l'histoire du Real. De l'histoire du football, premier galactique exactement de ce Real. Même dans le Portugal de cette époque-là, tu avais des Rui Costa, c'était une génération exceptionnelle. C'était quand même le go-to guy de cette époque. J'ai l'impression qu'il n'a jamais eu un comportement de diva. Il a toujours été au service du collectif. Et je trouve que du coup, c'est peut-être aussi un défaut. C'est que c'était une star qui n'a jamais réussi à être vraiment franchise player, comme on dirait en NBA, c'est-à-dire à amener ses équipes à aller vraiment au top de ce qu'elles peuvent réaliser. Par exemple, le Real gagne la Ligue des Champions. C'est quand même grâce à l'arrivée de Zidane qui fait passer un cap à ce Real-là. T'as le Portugal qui échoue en demi-finale à l'Euro 2000, en demi-finale à la Coupe du Monde 2006, en finale à l'Euro 2004. On sent qu'il a manqué un petit truc à Figo, peut-être, je sais pas, dans l'aspect mental, ça c'est un peu difficile à définir, pour faire passer le dernier cap pour aller chercher des grands trophées par lui-même. Ouais, c'est ce qui lui fait défaut, je trouve, maintenant, dans son après-carrière. Figo, dans l'esprit des gens,
ça va pas être l'une des premières personnes que tu vas mettre tout en haut de l'échelle mondiale, alors qu'au final, son palmarès parle pour lui. Alors oui, avec le Portugal, il a été un peu comme actuellement la Belgique, une génération dorée qui n'a jamais réussi à gagner ce qu'il fallait, mais il reste quand même le premier galactique. Quand il part du Barça, c'est peut-être pas non plus une coïncidence si le Barça, entre 2000 et l'arrivée d'un certain Ronaldinho, traverse une vraie période de crise. Il est vraiment il est une tête de gondole sans l'être, et c'est ce qui, je trouve, aujourd'hui lui fait défaut quand on regarde le classement mondial et sa place qu'il peut avoir dans ce classement, quoi. Parce qu'après, peut-être que justement, on en revient au style de jeu qu'on évoquait avant. Ça colle aussi à ça. Par rapport à Kaka et Ronaldinho qu'on va évoquer après, Figo, ce n'est pas le joueur qui faisait gagner un match à lui seul, parce qu'il n'avait pas les qualités pour, en fait. Il avait besoin de ses coéquipiers pour briller, parce que justement, comme tu le disais Geoffrey, c'est un style tout dans l'efficacité. Les gestes techniques qu'il faisait, c'était les gestes techniques élémentaires, en fait. Il les faisait très bien, mais le passement de jambes, les changements d'appui, mais derrière, c'était du centre, pas un serial buteur. Il s'est plus distingué statistiquement par ses grosses saisons de passes décisives. Il y a une saison 98-99 à 17 passes en Liga, 2001 à 18 passes. Donc, en fait, tout simplement un style de joueur qui a besoin des autres pour briller. En fait. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, dans un football un peu plus individualisé, on retient un peu moins son empreinte à lui, quoi. Et pas de moment iconique. Ouais. Quand tu penses à Figo, j'ai très peu d'actions qui me viennent en tête en me disant il a mis ce but-là en demi-finale de Ligue des Champions, en demi-finale de Coupe du Monde, en demi-finale d'Euro, dans un match vraiment décisif. Avec le Portugal, on a évoqué ces 3 gros parcours 2000, 2004 et 2006. Il marque un seul but dans toutes ces campagnes. En effet, c'était pas un buteur né, mais tu dois quand même avoir un impact quand tu as cette importance-là dans ton équipe nationale, un peu supérieur quand tu es un joueur offensif. Et même en match à élimination directe de Ligue des Champions, j'ai regardé, il a 5 buts en carrière. 5 buts en carrière dans des matchs à élimination directe de Ligue des Champions. Voilà, il y a quand même un manque de moments où on se dit ah tiens, c'est Figo qui a fait basculer ce grand match-là européen. Et du coup, même en sélection, il s'est un peu fait voler la vedette parce qu'il était détenteur du record de sélection, et derrière, évidemment, l'ogre Cristiano Ronaldo a tout balayé avec lui. Ouais, quand tu parles de moments iconiques, en fait, quand tu vas penser à Figo, tu vas forcément penser à cette tête de cochon qui est, pour moi, à cette tête de cochon pendant le Classico qui est jetée devant lui. Et on en revient en fait un peu de cette image tronquée qu'on a de Figo, c'est qu'on garde un peu cette image du mercenaire, du traître, plutôt que du formidable joueur qu'il était, quoi. On est bon sur Luis Figo, on va pouvoir passer à Kaka. Alors, Kaka, de son nom complet, Ricardo Izexon dos Santos Leite, 39 ans, le plus grand de ces 3 joueurs, le plus athlétique, 1m86. Au Brésil, il a débuté du côté de Sao Paulo, et puis ensuite il rejoint le Milan en 2003 pour 6 saisons, le Real en 2009 jusqu'en 2013, puis un retour pour une saison au Milan, avant une fin de carrière un peu plus exotique, où il rejoint la MLS avec un petit prêt à Sao Paulo entre-temps, et donc la MLS du côté d'Orlando, où il termine sa carrière en 2017. Alors Kaka, Ballon d'Or en 2007, donc c'est après Cannavaro, avant Cristiano Ronaldo, pour le resituer un petit peu. Pour faire tout de suite un comparatif avec Figo, lui il a eu plus de trous dans sa carrière, plus de pépins physiques, moins de régularité. Je ne sais pas si on parle du joueur immense d'abord qu'il était au Milan AC ou de l'immense déception au Real Madrid, mais il y a vraiment eu ce chaud-froid entre les deux. Le Kaka du Milan AC, le problème qu'il a, c'est que ça a duré 6 ans. C'est bien déjà. C'est bien, mais je veux dire que quand on vient de parler de Figo, Figo a une carrière sur 20 ans, alors que au final, Kaka, le passage qui doit lui faire encore gagner un step dans l'échelle mondiale, comme a pu l'avoir Figo en passant du Barça au Real, Kaka, il l'a pas. Alors, pas avec un peu de malchance parce qu'il enchaîne les blessures, mais aussi, je trouve que son parcours au Real est un peu, je le mets en parallèle avec son parcours en sélection. En sélection, il a 92 sélections. Tu n'as pas de vrai moment iconique de Kaka avec la Seleção. Et peut-être que quand il n'est pas au centre d'un projet, comme il l'a été au Milan AC d'Ancelotti et ce fameux sapin de Noël où il était en totale liberté, il avait du mal à se fondre au milieu de toutes ces stars, je trouve. Après, au Real, il y a aussi un petit truc de contexte avec ça. Il a quand même une grosse blessure au genou dès le début de sa 2e saison. Mais en effet, je pense que même il y a plein de gens
qui ont oublié que Kaka avait joué au Real. Mais même des observateurs assez réguliers du foot, c'est un moment. On a quand même passé 4 saisons au Real. On a l'impression que cette période n'a pas existé. Alors qu'on parle d'un joueur qui, quand il arrive au Real, il a coûté 64 millions d'euros au club. Et il est censé en effet passer ce cap supplémentaire. En plus, il est censé arriver à un âge où il est en plein prime. Quand on parle de prime à Milan, tu parles que c'est sur 6 saisons. Là, les 6 saisons, c'est des 6 saisons d'un niveau exceptionnel. Regardez, c'est 104 buts, 85 passes décisives en 307 matchs, toutes compétitions confondues. Là, c'est complètement incroyable. Et ce que je trouve, ce Kaka-là, c'est vraiment une transition de génération. C'est le numéro 10, c'est devenu un 9,5 à partir de l'époque Kaka. Et c'est pas un hasard si Kaka fait la transition avec l'époque Messi-Ronaldo, où on va voir que le centre névralgique d'une équipe au niveau offensif, elle va passer vraiment dans la finition. C'est-à-dire qu'avant, les équipes tournaient autour de leur organisateur, un petit peu à la Zidane. On a plein d'exemples qui nous viennent en tête de vrais numéros 10. Une fois que Kaka est passé, on a l'impression qu'il y a eu une vraie transition où on te disait, d'accord d'organiser le jeu, mais le but quand même, c'est de marquer le but. Et je pense qu'on a eu un vrai changement initié par Kaka à ce moment-là. Ouais, ça en a fait un joueur, tu le disais David, qui jouait dans le sapin. Il a aussi commencé derrière l'attaquant dans un losange au Milan. Donc effectivement, il a eu cette position sur le papier un peu plus axiale que les deux autres, mais à la fois il avait, comme tu le disais, cette grande liberté. Et donc ça en faisait un joueur très complet qui avait autant des capacités d'ailier de débordement à prendre le long de la ligne de touche, parce qu'aussi il avait ses qualités athlétiques, cette grosse puissance à l'accélération, etc. Mais aussi la finesse technique pour se situer dans les petits espaces. Ce que j'aime beaucoup, c'est toutes ces actions dont je me rappelle, où il prend le ballon dos au but, dos au jeu, il se retourne, il arrive à enchaîner. Vraiment, il avait la capacité à être très très bon face au jeu, mais aussi dos au jeu. Et ses qualités techniques qui se mêlent à ses qualités athlétiques assez importantes par rapport aux deux autres, ouais, ça en fait un joueur assez atypique, et même un peu atypique par rapport au Brésilien type, en fait. Il n'avait pas cette technique chaloupée qu'on va pouvoir voir avec Ronaldinho. C'était vraiment un Brésilien qui misait presque sur sa vitesse. C'est un des rares joueurs que je pense que j'ai vu qui allait presque plus vite avec le ballon que sans le ballon. Il avait vraiment cette position centrale pour ensuite se déporter sur le côté gauche. On l'a vu contre le match de Manchester United, où il part du côté gauche pour ensuite rentrer dans l'axe. Ce qu'on voit, comme tu dis Geoffrey, de nos jours, avec tous ces attaquants comme Salah ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le même profil, hein, mais ces attaquants qui partent d'un côté et qui au final rentrent axe pour aller soit faire la passe D dans la profondeur, soit pour enrouler côté opposé dans la lucarne, quoi. C'est vrai que comme vous disiez, il y a vraiment un profil technique, le combo physique technique un petit peu anormal, quoi, entre sa grande taille, son côté vraiment élancé, et sa vitesse, balle au pied notamment. Et ce qui était vraiment utile dans cette équipe de Milan d'Ancelotti, c'est que c'était un joueur aussi fort dans le jeu placé que dans la transition. C'était un joueur de transition mais exceptionnel, et ce qui permettait à cette équipe qui était ultra solide défensivement, parce qu'il y avait des joueurs pour à pouvoir exploser à toute vitesse avec ces joueurs offensifs, et Kaka, c'était vraiment ce lien entre tout ça. Vraiment, c'est un joueur qui avait une capacité à remonter le terrain avec la balle à une vitesse phénoménale. On a évoqué brièvement, c'est un peu la déception de sa carrière au Brésil. C'est vrai que il est champion du monde 2002 sur le papier, mais il joue 19 minutes. Un match de poule, si je dis pas de bêtises. Et il y a pas mal de rendez-vous manqués, en fait, où il n'est pas retenu, tout simplement. Il n'est pas retenu pour la Coupe des Confédérations 2007, remportée par le Brésil. Pas retenu pour la Copa América 2011, pour le Mondial 2014, pour la Copa 2015. Après, il fait des bonnes Coupes du Monde 2006 et 2010, mais sans le résultat derrière. Donc là aussi, on reste quand même sur notre fin. C'est assez dommage par rapport à Ronaldinho, dont on parlera après, qui a eu un autre parcours en sélection. Surtout la Coupe du Monde 2006, où on se souvient... J'ai noté quand même quelques noms de cette équipe brésilienne, parce qu'on parlait beaucoup du niveau de l'équipe de France. Le plus brésilien, c'était Zidane, mais... 2021. J'ai noté des noms juste comme ça. Donc, tu as quand même Dida, Julio César, Cafu, Lucio, Roberto Carlos, Emerson, Zé Roberto, Gilberto Silva, Juninho, Adriano, Ronaldo, Fred, Robinho, plus Kaka et Ronaldinho. Je suis content que tu aies cité Juninho. Pour moi, il fait partie des joueurs importants de ce Brésil-là. Mais voilà, c'est vrai que c'est le vrai échec
de cette génération globale et de Kaka, pourtant qui commence la Coupe du Monde sur un but contre la Croatie exceptionnel d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'avec le Brésil, il y a un petit rendez-vous manqué. Après, c'était pas en effet, c'était pas le meilleur moment peut-être d'être dans cette équipe du Brésil qui était pas du tout équilibrée et qui savait pas trop quoi faire en fait. C'était un Brésil vieillissant. De toute façon, 2006, ça marque la fin de la génération Ronaldo, Roberto Carlos, tout ça. Mais du coup, il n'a pas réussi à prendre ce flambeau comme on aurait pu l'attendre. D'ailleurs, la Copa América 2007 que le Brésil remporte, c'est lui-même qui fait le choix de ne pas y aller. Alors qu'il est Ballon d'Or, il vient de gagner avec des champions. Mais du coup, vu que la saison a été éreintante pour lui, il demande au sélectionneur de prendre des vacances et de faire une croix sur la Copa. Rien qu'une Copa América en plus, en étant le leader technique de la Seleção, ça déjà, comme on a pu voir avec Messi, ça change aussi la perception qu'on aurait pu avoir de lui aujourd'hui. C'est vraiment un point noir, si on peut dire ça, sur la carrière de Kaka, aussi bien en sélection qu'en club. Sur l'aspect statistique, il fait une petite différence par rapport aux deux autres dans la finition. Pas mal de saisons à plus de 10 buts en Serie A par exemple. Il y en a même certaines à 15-16 buts. Et l'année de son Ballon d'Or, il termine quand même sa campagne de Ligue des Champions 2006-2007 à 10 buts en Ligue des Champions. Cette saison-là, il marque plus en Ligue des Champions qu'en Serie A d'ailleurs. Donc on avait vraiment un joueur où il y a un gap entre lui et les deux autres quand même en termes de finition, même si les deux autres ne sont pas des pieds carrés non plus, on va pas se mentir. Mais assez important cette casquette-là chez Kaka. Ouais, meilleur buteur de cette Ligue des Champions. De toute façon, voilà, cette saison 2006-2007, c'est vraiment le sommet de son art. On parle de son match à Manchester, mais sa finale contre Liverpool, il est incroyable. Et pour le coup, avec le Milan, il avait cette faculté, je trouve, comme tu le soulignes un peu par les stats, à hausser encore son niveau de jeu en Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'en Serie A, ça se voit aussi parce que il est quand même dans un grand Milan. Et finalement, sur 6 ans, il est qu'une seule fois champion d'Italie. C'était pas forcément dans la régularité. Mais par contre, en Ligue des Champions, après, c'est aussi le profil de coach d'Ancelotti qui fait ça, qui est vraiment capable de mobiliser, on l'a vu avec le Real, ses groupes sur des objectifs très, très ponctuels. Et pour le coup, voilà, en Ligue des Champions, je trouve qu'il arrivait à chaque fois à hausser son niveau de jeu pour porter le Milan très haut. Juste pour la petite histoire, en me renseignant, j'ai vu qu'il aurait pu jouer à Manchester City, je crois, avant de rejoindre le Real. Donc ça aurait été marrant comme chemin de carrière de voir Kaka rejoindre Manchester City. Et dernier truc pour faire un rebond sur ce que tu disais sur le fait qu'on ne se rappelle pas toujours que Kaka a joué au Real. Il est arrivé au Real en même temps que Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Bon, quand on voit les évolutions de chacun et l'empreinte laissée au Real Madrid, ça fait très très mal pour Kaka. C'était censé être les 3 nouveaux galactiques et au final... Bon, après, petit été en termes de dépenses. Tout petit, au Real. D'ailleurs, je crois qu'il y a Xavi Alonso aussi le même été. Ouais. Et il part après les arrivées de Bale et Isco. Bon, là pour le coup, ouais. Ça va, la comparaison fait moins mal. On va pouvoir passer à Ronaldinho. Alors Ronaldinho, 41 ans, 1m82. Lui, au Brésil, ça s'est passé du côté du Grêmio. Ensuite, le PSG entre 2001 et 2003. Le Barça pour 5 saisons jusqu'en 2008. 3 saisons au Milan AC. Et puis ensuite, ça commence à partir un petit peu dans tous les sens. Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro du côté du Mexique, Fluminense. Bon, c'est la prison d'Asunción. 2-3 maisons d'arrêt quand même. Et salle de dégrisement. Et pour revenir à des choses un peu plus positives, Ballon d'Or en 2005, après Shevchenko, avant Fabio Cannavaro. Bon, on va pas parler de Cannavaro aujourd'hui. Est-ce qu'on parle tout de suite de cette année 2006, du coup, de ce Ballon d'Or? Parce que pour moi, il gagne en 2005, mais en finale, en 2006, il est presque plus méritant. Plus fort, ouais. Il gagne la Liga avec le Barça, il gagne avec des champions. Après, c'était une époque où le Ballon d'Or revenait souvent à celui qui gagne. Le vainqueur de la Coupe du Monde ou de l'Euro, normalement, gagnait. Mais au final, il finit 4ème de ce Ballon d'Or, ce qui est quand même assez illogique vu son palmarès. C'est Cannavaro, Buffon, Henry, le podium. Voilà, c'était juste. C'était juste pour en mettre l'église au milieu du village. Non, mais chez Ronaldinho, déjà, il y a un truc, on parlait tout à l'heure de joueurs Kaka et Figo tournés vers l'efficacité. Bon, là, il y a de l'efficacité, mais pas que, quoi. Je pense que si on devait faire un top 5, voire top 3 des joueurs les plus spectaculaires de tous les temps balle au pied, je pense qu'il serait dedans. En fait, c'est ce qui se fait le plus proche de Maradona, depuis Maradona, tout simplement pour moi.
parce qu'il y avait... il y a les stats, il y a les buts, les passes décisives, il fait des saisons monstrueuses, vraiment statistiquement. Et il y a ce plaisir à voir ce mec-là jouer, le sourire tout le temps aux lèvres. Une technique qu'on n'avait jamais vue ailleurs, en fait. C'est-à-dire que c'était vraiment un joueur unique, capable de gestes que tu n'avais jamais vu. L'élastico, c'est Ronaldinho qui l'a amené dans le football. Et après, tous les gamins... Ils se sont fait des genoux. Voilà, tous les gamins ont essayé de le répéter à l'entraînement quand ils avaient 10 ans. Et puis il y a aussi ce côté avec les excès en dehors qui allaient avec la personnalité de Maradona et qui vont avec la personnalité de Ronaldinho. Enfin voilà, je trouve qu'il y a vraiment cette comparaison entre les deux qui est pertinente sur plein de niveaux. Non, mais Ronaldinho, en fait, c'est un artiste. C'est un artiste du football. Et aujourd'hui, l'expression il invente des gestes techniques, elle est utilisée un peu à tort et à travers. Aujourd'hui, Ronaldinho, il a débarqué, il a inventé des choses dans le football. On lui doit énormément. Enfin, les passes du dos, c'est complètement dingue. C'était un football avant tout pour le plaisir, avant tout pour le spectacle, même s'il y avait de l'efficacité, un football universel. Et c'est ces footballeurs-là qui, des soirs de novembre 2005, finissent applaudis par le Bernabéu parce qu'il a fait la misère au Real, mais il l'a fait avec tellement de classe, de génie. Enfin, c'est juste... Et moi, je suis d'accord dans la comparaison sur le côté génie avec Maradona, mais Maradona, en fait... C'était un foot limite plus simple en fait. C'était spectaculaire, mais dans les gestes techniques des petits crochets, des petits sombreros. Ça restait les années 80. Voilà. Mais Ronaldinho, c'était, je sais pas, il y avait ce côté un peu plus élaboré, un peu plus, je sais pas, c'était incroyable quoi. Bah, c'est ça en fait. Il rentrait sur le terrain, comme vous le disiez, avec le sourire quoi. Il était là pour s'amuser, comme s'il était dans la favela avec ses potes. Et c'est ce qui lui a aussi desservi, c'est que quand ça allait bien. Tout le monde était content, on le laissait sortir en boîte, on lui laissait faire ce qu'il voulait. Et c'est ce qui aussi a fait en sorte que sa carrière soit, au lieu d'être ascendante comme elle aurait dû être au moment de son Ballon d'Or, a été descendante avec ses sorties, du coup qui ont entraîné beaucoup de blessures, qui ont aussi entraîné une fin d'histoire d'amour avec le Barça plus compliqué que ce qu'on aurait pu imaginer et ce qu'on aurait voulu voir. On aurait voulu voir Ronaldinho sous les ordres de Guardiola, un Ronaldinho au top sous les ordres de Guardiola. Je pense qu'on n'était pas prêt pour ce qui allait arriver. Si tu mets Ronaldinho Pedro. Mais le problème, c'est que c'est un peu la mentalité de ces Brésiliens. Alors bien sûr, on va faire le comparatif avec un certain joueur du PSG qui s'appelle Neymar. Mais c'est des soirées ensemble en ce moment, donc ça va, tout va bien. Cette mentalité du Brésilien qui profite de la vie parce que peut-être quand il était jeune ça allait pas, du coup il en profite le plus, ça les dessert après. Et c'est le seul regret qu'on peut avoir sur la carrière de Ronaldinho. Ce qui est étonnant, c'est que lui-même a récemment évoqué des regrets alors qu'il avait été jusque-là plutôt clair sur le fait que il avait vécu sa vie comme il l'entendait, que ça lui allait très bien. Et récemment, il a un peu évoqué des regrets là-dessus. Après, moi, je trouve que ce qu'on peut sous-estimer chez Ronaldinho, justement, par ce côté sourire et tout, c'est que c'était un pur compétiteur et un vrai leader, en vrai. T'as pas mal de témoignages de coéquipiers. Alors, il a eu pas mal de conflits avec ses coachs, avec ses dirigeants. Les départs de clubs ont souvent été assez houleux. Je pense notamment au départ du PSG, même le départ du Barça se fait dans des conditions un petit peu bizarres. Laporta qui dit qu'il est cramé, en gros. Enfin, on sent qu'il y a un truc qui s'est cassé entre lui et les dirigeants. Mais par contre, les coéquipiers de Ronaldinho ont toujours souligné son côté hyper solidaire, qui par son côté fêtard, des fois arrivait à souder le groupe en disant « Vas-y, on va boire un verre ensemble et ça va nous faire du bien ». Et on était encore un peu dans cette époque où c'était un peu plus faisable de faire ça. Donc voilà, je trouve que c'est un leader et un gagneur. Et mine de rien, son palmarès le montre parce qu'il y a un gros palmarès chez Ronaldinho. On parle de la Ligue des Champions 2006. Avec le Brésil, lui, il a des vraies références. Coupe du Monde 2002 où il a un vrai rôle. Copa Américain 99, il gagne même une médaille de bronze au JO avec le Brésil. Il est champion avec le Milan après, enfin champion avec le Barça et avec le Milan. Enfin voilà, il y a un vrai palmarès. Et je trouve que voilà, c'est un vrai gagnant, ce que son attitude des fois sur le terrain pourrait laisser oublier. Ouais, un vrai gagnant, et tu parlais tout à l'heure de l'aspect statistique, effectivement. On a vu ce que ça donnait quand il pouvait enchaîner et quand il était à son top niveau. Là, je crois que j'ai 3 ou 4 saisons de suite. En 2003-2004, 32 matchs, 15 buts, 6 passes en Liga. La saison d'après, 35 matchs, 9 buts, 15 passes. La saison d'après, 29 matchs, 17 buts, 18 passes.
Et la saison 2006-2007, 32 matchs, 21 buts, 9 passes. Pour un joueur, je veux dire, il n'était pas devant le but tout le temps, quoi. Pour un joueur qui a autant de créativité et qui fait autant de jeux avant de se projeter dans la zone de vérité, c'est tout simplement extraordinaire. Et ce qui est marrant dans son histoire, c'est que c'est quand même le passeur décisif du premier but de Lionel Messi au FC Barcelone, il fallait quand même le souligner. Ouais, bah, c'est une passation de pouvoir et en même temps ça revient au fait de ce que disait Geoffrey sur le caractère de Ronaldinho à l'intérieur d'un vestiaire. C'est que Messi, bien qu'il ait gagné 6 ballons d'or, il a toujours dit Ronaldinho c'était mon grand frère, c'est quand je suis arrivé dans le vestiaire du Barça, c'est lui qui m'a pris sous son aile. Alors peut-être qu'il avait aussi un peu senti qu'il y avait un peu de talent chez l'Argentin, mais il avait ce côté fédérateur et ce côté je te prends sous mon aile, je vais te montrer, même si j'ai peut-être pas la rigueur qu'il faut pour le haut niveau, mais je vais te donner quelques ingrédients qui vont faire que tu vas avoir une carrière impressionnante, et ce que lui regrette aujourd'hui, quoi. Ouais, et puis on parle de l'après Barcelone. Je disais tout à l'heure que Laporta disait qu'il était un peu cramé et tout. Il a vraiment prouvé que c'était pas le cas. Ses saisons à Milan, elles sont plus qu'intéressantes et il va gratter un titre de champion d'Italie. Il fait une saison en 15 buts, 19 passes, toutes compétitions confondues avec Milan. Donc ça reste très sérieux. Et même tout à l'heure, on souriait un petit peu de son retour au Brésil. Mais avec Flamengo, c'est pas mal du tout. Et après, derrière, il gagne Libertadores avec l'Atlético Mineiro, qu'on n'avait jamais gagné dans son histoire. Donc il n'était pas en pré-retraite quand il est rentré au Brésil. Après le Mexique, là on part dans autre chose. Mais clairement, jusqu'à 2014, donc il doit avoir 33-34 ans, c'est un joueur très sérieux. Ouais, mais c'est à l'image de sa carrière. C'est les montagnes russes. C'est que avant de rejoindre le Barça, je crois qu'il est déclaré. Avant de rejoindre le Milan, pardon, on le déclare inapte à la pratique du football quand même. Enfin, c'est quand même. Il n'avait pas son certif. C'est quand même incroyable, quoi. Et derrière, il a des moments de folie. Et derrière, ça replonge un peu. Voilà, c'est ce qui fait aussi quelque part le charme et la légende de ce joueur qui nous a tant marqué. Après, on parle beaucoup de choses individuelles, de ses côtés coups d'éclat techniques, etc. Je voudrais quand même qu'on insiste sur sa qualité de passe et la manière dont... C'est peut-être venu un peu plus après ça qu'au début où il était un peu plus fantasque, mais cette capacité à faire jouer les autres avec des passes que je peux retrouver chez Neymar aujourd'hui par exemple, très élastique avec une cheville, je sais pas comment elle a fait pour tenir d'ailleurs. Ouais, bah, c'est ce que je disais dans l'échauffement, c'est qu'il avait la capacité, ses passes aveugles, etc. Et je trouve que aussi c'est venu avec le temps, et aussi je pense que c'est aussi venu avec son changement physique, peut-être cette prise de conscience aussi, qu'il ne pouvait plus faire vraiment la différence balle au pied comme il pouvait le faire au Camp Nou. Quand il est au Milan AC, il a une position beaucoup plus axiale sous Leonardo. Il est au cœur du jeu, donc il n'est pas là à faire l'élastico sur le côté et à partir en dribble. Il est vraiment plus dans le contrôle de son rythme pour ensuite pouvoir distribuer les caviars à ses coéquipiers. Il est plus dans l'efficacité que dans le spectaculaire au fil de sa carrière, quoi. Il a toujours eu ce sens, comme tu le dis, il y a ce côté efficace. Et par exemple, ça se retrouvait beaucoup, je trouve, dans sa relation au but. C'est-à-dire qu'il avait vraiment cette faculté à faire toujours le geste qu'il faut pour marquer un but, mais des fois inventer des gestes improbables. Enfin, on a souvenir de ce pointu à Stamford Bridge avec le Barça. Je sais pas, des souvenirs où quand il marque au Vélodrome son petit ballon piqué de l'extérieur, c'est un geste mais tellement difficile à faire. Il est en bout de course et il claque un extérieur juste avant la sortie de Rougneux pour marquer. Enfin, il avait vraiment ce talent pour marquer dans toutes les situations, parce qu'en fait il était tellement fort techniquement qu'il faisait ce qu'il voulait du ballon. Mais en fait à ce niveau-là, pour moi c'est du jamais vu. C'est cette maîtrise du ballon pour marquer et pour passer et pour dribbler. Enfin, ouais, c'est incroyable. Bon, il va falloir classer tout ce beau monde et ça va se passer dans le temps additionnel. Additionnel, 3 minutes minimum. 3 minutes de bonheur en plus. David, est-ce que tu veux nous livrer ton verdict ? Du coup, en titulaire, je vais rester sur cette lancée. Je vais mettre notre ami Ronaldinho. C'est un des joueurs offensifs qui m'a le plus régalé depuis que je suis le foot, qui m'a fait lever de mon canapé, comme on a dit, pour le but à Stamford Bridge contre Chelsea. Et je trouve qu'il ne faut pas oublier le poids qu'il a eu au Barça sous Rijkaard. C'est lui qui va ramener le projet catalan, le projet barcelonais tout en haut de l'Espagne, puis tout en haut de l'Europe.
Et rien que pour ça, c'est sous-évalué, je trouve. Il sera remplacé par un autre numéro 10 qui se nomme Luis Figo. La carrière de Luis Figo, pour moi, est largement sous-estimée par rapport à ce qu'il a réalisé. On a parlé de ses rendez-vous manqués avec le Portugal. C'est vraiment le gros point noir de sa carrière. Mais quand il était en sélection de jeunes, il a tout remporté avec les Rui Costa, etc. C'est vraiment chez les A où il n'a pas réussi à passer ce step. Et il ne faut pas oublier, moi je trouve qu'on oublie trop vite son passage au Barça, où il est l'élément offensif numéro 1 pour prendre la suite de Ronaldo. Ensuite, il y a Rivaldo qui arrive, mais c'est vraiment lui le maître à jouer du Barça. Et ensuite, il va devenir le premier galactique. Et enfin, malheureusement, je vais mettre Kaka au placard. C'était l'élégance incarnée, balle au pied. Mais comme j'ai dit, je trouve que son prime est exceptionnel, mais il dure pas, entre guillemets, pas assez longtemps. Il dure que 6 ans au Milan AC. Et son poids, aussi bien son poids en sélection, plus son passage raté au Real, me laisse un goût d'inachevé. Voilà. J'ai le même classement que toi, David, avec Ronaldinho comme titulaire. Tout simplement, alors c'est pas le genre d'argument qu'on met en avant d'habitude pour notre classement, mais c'est celui qui a le plus marqué l'histoire de son jeu, en fait, parmi ces 3 joueurs-là, qui a le plus affirmé son style. Voilà, en fait, je trouve qu'il y a des similitudes qu'on peut retrouver entre Maradona et Messi, entre Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé, pour aller vraiment dans les grandes lignes, mais Ronaldinho, je retrouve pas de similitudes. Alors tout à l'heure, j'évoquais vite fait Neymar pour un aspect de son jeu, mais je n'ai jamais retrouvé de joueur qui ressemblait à Ronaldinho. Et je pense qu'avant qu'on en retrouve un, il va se passer du temps. Pour ça et pour son poids en sélection aussi, les titres qu'il a eu avec le Brésil, le fait qu'il ait été important dans la Coupe du Monde 2002, avec notamment ce coup franc face à David Seaman, certes un petit peu chanceux, mais voilà, c'est fait exprès. Très important dans mon classement. En remplaçant, je voulais mettre Kaka, mais en fait, je mets Figo parce qu'il y a un moment, il faut récompenser la régularité, il faut récompenser la constance au très haut niveau, parce que je pense qu'on valorisera jamais assez, parce qu'on ne se rendra jamais compte, nous qui ne sommes pas des joueurs professionnels, à quel point c'est dur d'être aussi régulier à un tel niveau. Je pense que c'est vraiment important de le souligner. Jamais de gros trous d'air. Et puis voilà, ce que je disais, quand même, il a aussi été le recordman de sélection au Portugal. Donc cette régularité, ça l'a caractérisé en club et en sélection. Et puis Kaka au placard. C'est mon joueur préféré entre les trois, Kaka, clairement. Donc ça m'a fait mal de le mettre ici. Mais là, je vais avoir pour le coup les mêmes arguments que toi, David. C'est l'expérience ratée au Real qui me dérange. Et puis son histoire finalement assez inégale avec la sélection brésilienne. Alors, pour moi, ça sera Ronaldinho aussi titulaire. C'est une machine à highlight avant YouTube. C'est beaucoup de souvenirs parce que on se filait les vidéos sur des clés USB qu'on téléchargeait sur Emule, des plus gros highlights de Ronaldinho. Enfin, pour le coup, j'ai beaucoup de souvenirs de Windows Media Player que je lançais en boucle pour voir, je sais pas, son but contre Séville à 1h du mat, là, quand il met une lucarne incroyable de 30 mètres, ou son but à Guingamp avec le PSG. Enfin, voilà, c'est tellement de souvenirs d'enfance. C'est aussi un tireur de coups francs exceptionnel, ce que je valorisais beaucoup parce que moi j'adorais tirer les coups francs quand j'étais jeune. Et après, le seul truc que je peux reprocher à Ronaldinho, c'est un passage par le PSG malheureusement frustrant, même si c'est pas que de sa faute. Pour le coup, moi, en remplaçant, je vais prendre Kaka. Parce que Kaka, comme tu le disais, moi aussi, je pense que c'est un de mes joueurs préférés. Enfin, c'est peut-être mon joueur préféré de ce trio-là. Il m'a tellement marqué, je l'ai trouvé tellement impressionnant pendant son passage au Milan. Et je pense que son histoire ratée avec le Real, elle est tout autant conjoncturelle que de sa faute. Comme on l'a dit tout à l'heure, il arrive à un été où il y a Cristiano, Benzema. Enfin, on est dans une logique où le Real veut taper fort. Donc ça recrute un peu n'importe comment, ça recrute des noms. Je pense qu'il est aussi victime d'un contexte. Il a été gravement blessé au début de sa 2e saison. Voilà, il y a plein de trucs qui font que je peux pas mettre cet échec au Real que sur lui. Et je trouve que pour le coup, son prime est tellement impressionnant que je le mets au-dessus de Figo. Moi aussi, bien sûr, je valorise la régularité de Figo. Sa réussite partout où il est passé aussi. Le fait qu'il ait réussi à se réinventer quand il est allé à l'Inter, on l'a assez peu évoqué, mais à se réaxer. Limite, des fois, à jouer numéro 8 en relayeur avec l'Inter. Ça, c'est vraiment quelque chose que je valorise, cette humilité chez un joueur star comme Figo d'avoir réussi ça. Par contre, voilà, chez Figo, il y a ce sentiment que ça pouvait plus difficilement faire basculer un match sur une action. J'ai pas de moments qui me viennent en tête et quand je pense vraiment subjectif et cœur, bah, je le mets un peu en dessous des deux autres.
Bon, on se faisait la réflexion un petit peu avant cet épisode, mais ça commence à faire beaucoup de joueurs de légende qu'on a mis au placard et on fera peut-être un épisode best-of des placardisés où il y aura de nouveau des placardisés pour qui ça va être vraiment sévère. Mais en tout cas, peut-être que ça fera débat de votre côté. Ces classements, on attend d'avoir les vôtres avec grand plaisir. Si on peut créer autant de débats que sur le Ballon d'Or qui va être élu en cette fin d'année 2021, on est très content. On en doute un peu, mais on est très content. En attendant, portez-vous bien. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Merci tout simplement de continuer de nous écouter et merci à vous, David et Geoffrey. Ce fut un plaisir. Ouais, on sort de cet épisode avec le sourire, c'est bon. Salut tout le monde. Ciao.